France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Patrick Cohen. Le prochain maire de Paris sera une femme, on peut le dire sans grand risque de se tromper et sans vexer grand monde. Anne Hidalgo, Rachida Dati, Marielle de Sarnez, peut-être Cécile Duflot, vous-même. C'est une dimension importante qui compte à vos yeux? Je rêve du jour où, recevant un invité le matin, vous lui direz alors, il se prépare un combat d'hommes. Je n'ai pas parlé de combat de femmes. Et je m'abstiens Oui, mais effectivement c'est de un peu la parler même chose. de duel de femmes. Bah, écoutez, oui, c'est encore original, Je malheureusement, demande si- ou rare dans la politique française. J'espère qu'un jour, ça deviendra commun. Ma question est simple, est-ce que vous ferez campagne sur cette dimension féminine ou pas parce que vos adversaires sont des femmes? Voilà, c'est simplement ça. Non. Alors je comprends même pas vraiment la question. En fait, vous savez, quand vous êtes une femme, vous avez l'habitude d'être une femme. C'est assez naturel, C'est c'est vrai. ordinaire pour vous-même. Il n'y a que pour vous que c'est surprenant, finalement, Patrick Cohen. Non, pour la réalité des élus, il y a peu de grandes villes qui sont gouvernées par des femmes et les femmes sont encore en minorité dans le personnel politique et dans Écoutez, les moi, assemblées. je suis déjà maire d'une ville, on me le Oui. rappelle assez en ce moment, donc pour moi, ça n'est pas inhabituel. Très bien. Alors voilà pour le casting et c'est vite fait. Pour quel projet, c'est la question? Y a-t-il un projet derrière vos ambitions parisiennes en dehors de celui de reprendre Paris à la gauche? Bien sûr qu'il y a un projet. Il y a un projet en construction. Et il sera construit avec les Parisiens parce que je crois beaucoup à l'intelligence citoyenne, à l'énergie partagée. Il y a déjà des premières idées qui sont développées autour de plusieurs axes. D'abord, je crois qu'un maire est responsable du bien-être de ses habitants, mais on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Et c'est probablement une des grandes faiblesses de l'équipe sortante que de ne pas avoir partagé ces décisions, de ne pas les avoir concertées. Deuxième point sur lequel j'insisterai, c'est qu'il y a trop de Parisiens qui sont aujourd'hui chassés de la capitale. Partir, c'est autre chose, on peut choisir de partir. Mais être obligé de partir, soit pour des raisons économiques, soit parce que la famille s'agrandit et qu'on ne peut plus rester alors qu'on voudrait rester, ça n'est pas bon. Paris s'est repeuplé ces dernières années. Et puis il y a le problème, oui, vous savez bien que c'est le sol démographique et ça ne correspond pas forcément à toutes les réalités individuelles. Et puis il y a le problème de l'attractivité. Paris est en cours de déclassement. Tenez, regardez, si on regarde le classement KPMG, les investissements étrangers dans les grandes villes, en un an, seulement un an, Paris est passé de la 6e à la 10e place. C'est une perte de chance considérable. On l'observe en plus beaucoup dans les secteurs d'avenir, comme dans le numérique ou avec les décisions du gouvernement. Depuis quelques mois, il y a une chute de l'investissement absolument terrible. Moi, je voudrais redonner de l'attractivité à Paris. Finalement, Paris a ouvert le chemin à travers l'histoire. Ça a été la ville des révolutions. La Révolution française, ça a été une forme de révolution, au moins de la résistance. Le général de Gaulle disait Paris libéré par son peuple. Je voudrais que Paris ouvre à nouveau la voie. Il y a des révolutions à faire dans le numérique, dans l'écologie. Et je voudrais le faire avec les Parisiens. Il y a aussi la Commune de Paris. La droite a gouverné la capitale pendant 25 ans avec Jacques Chirac et Jean Tibéry. Qu'est-ce qui lui a manqué pour l'emporter depuis 10 ans? D'abord, il y a des effets assez naturels d'alternance. Je veux dire, vous l'esquissez vous-même à travers cette durée, ces années. Mais Bertrand Delanoë a été réélu en 2008. Et puis, moi, ce que je crois, c'est qu'on ne fait pas la politique de l'essuie-glace, on ne fait pas la politique en regardant dans le rétroviseur. Ça ne m'intéresse pas tellement, finalement, d'aller disserter sur ce qui s'est passé avant. Et je ne dis pas ça seulement pour les mandats précédents, je pense aussi aux mandats tout récents. Vous pouvez tirer les leçons des échecs du passé. On peut tirer les leçons des échecs du passé, mais ce qu'on propose dans une élection, c'est l'avenir. Ce qu'on propose, c'est un projet. En l'occurrence, j'ai envie de proposer quelque chose qui soit plein d'innovation, plein d'imagination. Je crois que c'est ça qui ressemblera à Paris aux Parisiens. Bon, je vais vous interroger sur des dossiers précis, mais d'abord, la reconquête passera par quel arrondissement? Où allez-vous atterrir, Nathalie Kosciusko-Morizet? Écoutez, j'irai dans un arrondissement qui est un arrondissement à enjeu pour cette élection. Parce que pour moi, donc le 12e ou le 14e? Pour moi, c'est pas seulement, il y en a plusieurs, et pour moi, c'est pas un choix de confort. Donc l'objectif, c'est pas d'aller dans un arrondissement qui est acquis aujourd'hui pour ma famille politique. Donc un arrondissement... Dans un des arrondissements dans lequel peut se jouer l'alternance. Vous en avez cité deux, il y en a quelques autres. Et la décision n'est pas encore prise, c'est une décision qui se prendra avec les Parisiennes, les Parisiens, les militants. Un arrondissement donc tenu par la gauche, avec un maire d'arrondissement de gauche. Un arrondissement en jeu où ça se joue. Donc deux dossiers. Le premier, les rythmes scolaires. Bertrand Delanoë a-t-il raison d'insister auprès des enseignants pour revenir à la semaine de 4 jours et demi dès la rentrée prochaine? Mais d'abord, je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on fait sans concertation. Et d'ailleurs, l'erreur, c'est aussi celle en tout cas, ils sont associés là-dedans, du gouvernement et de Vincent Peillon. Il y a un constat partagé. Les journées sont trop chargées, les journées des écoliers sont trop chargées en France. Mais de ce constat partagé, le ministre de l'Éducation
en l'occurrence le maire de Paris aussi, sont passés à une solution imposée, sans concertation. Et c'est là que ça ne marche pas. C'est pas ce qu'ils disent. Vincent Payon dit que la concertation a eu lieu depuis Écoutez, des on mois. n'a pas raison tout seul. Si les parents d'élèves, les syndicats enseignants et les collectivités territoriales, parce que dans l'immense majorité, les collectivités territoriales protestent, disent que ça s'est fait sans concertation et que la méthode ne convient pas, c'est peut-être qu'il y a un problème et peut-être que le ministre de l'Éducation nationale devrait entendre qu'il y a un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se Dans le passe? gouvernement Mais attendez, précédent, il y avait eu de la concertation, mais rien ne s'était fait. je voudrais qu'on Nathalie regarde très Kosciusko-Morizet. précisément. Moi, j'ai une proposition. Je voudrais qu'on regarde très précisément ce qui se passe. Oui, les journées sont trop chargées pour les écoliers. Mais qu'est-ce qu'il nous propose le gouvernement aujourd'hui? Il nous propose que lundi, mardi, jeudi, vendredi, les écoliers continuent à sortir à 16h30 et en plus, ils reviennent le mercredi matin. Alors ce sera quoi la seule différence avec la situation précédente? Eh bien, il y aura une semaine plus chargée à défaut d'avoir des journées plus légères. Et puis dans ces journées, ils auront une pause méridienne, une pause du déjeuner plus longue, très souvent avec des animations plus ou moins bien calibrées. Parfois, ce sera juste de la garderie. Dans le rythme, c'est ce qui se faisait jusqu'en 2008. Non, ce qui se faisait jusqu'en 2008, c'était le samedi matin. C'est pas la même chose. Ça Parce qu'il y avait dépend une coupure le mercredi. Le des samedi endroits. matin, sans doute on peut critiquer la manière dont il a été retiré. Mais retirer le samedi matin, vous savez bien que ça correspond aussi à un nouveau rythme des familles, et notamment des familles recomposées, avec les enfants qui sont en garde une semaine sur deux. Et donc moi, je fais une proposition concrète. D'abord, il faut retirer cette réforme qu'on cherche à imposer dans des conditions qui sont de mauvaises conditions, on le voit bien. Et on a une autre solution qui est de raccourcir les vacances d'été. Oui. Je ne dis pas que ce sera plus facile. Je ne dis pas d'ailleurs que ce sera plus facile à négocier avec les enseignants eux-mêmes parce que ça changera leurs équilibres aussi. Moi, je pense que ce sera meilleur pour les enfants. En tout cas, je suis sûre qu'on ne va pas vers une réforme dans les conditions dans lesquelles Vincent Payon nous l'a proposé. C'est d'autant moins facile que ça a déjà été proposé. Luc Châtel avait organisé une conférence nationale sur les rythmes scolaires. Il y avait eu un rapport d'orientation, le rapport Quintin-Forestier. C'était à l'été 2011, qui proposait de réduire de 2 semaines les vacances d'été, qui proposait d'ailleurs aussi de revenir à la semaine de 4 jours et demi. Et qu'a fait Luc Châtel? Classement vertical du rapport, rien ne s'est produit. Eh ben, je pense que c'est la bonne voie que de revenir, que de raccourcir les vacances d'été. Bon. Moi, je le dis. Attendez, je vous dis pas que. Moi, j'accepte toutes les critiques. Je vous dis pas que le passage à la semaine de 4 jours en 2008 s'est fait dans des conditions optimales. Ça correspond à une évolution sociologique. Il faut bien l'entendre. Ce problème du samedi matin, c'était un problème considérable pour un certain nombre de familles. Sans doute à l'époque, on aurait dû voir venir le problème des journées trop longues et tout de suite négocier et organiser autrement. On n'a pas vu venir. On s'est rendu compte que les journées étaient trop longues. Tout le monde est d'accord sur le constat. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je trouve que le gouvernement qui saute si vite d'un constat partagé à une solution imposée fait tout ça dans de mauvaises conditions et propose une solution qui n'en est pas une. Au nom de journées trop longues, on va alourdir la semaine entière. Autre dossier, le financement des collectivités locales au nom de la rigueur ou de l'austérité dont on va parler tout à l'heure. Le gouvernement veut réduire les dotations d'État de, en gros, 4,5 milliards sur 2 ans. Les élus droite et gauche ont déjà commencé à hurler. Jean-François Copé, lui, le président de l'UMP, dit que ça n'est pas assez, qu'il faut tailler davantage dans les dépenses, y compris dans les dotations aux collectivités. Et vous ? Moi, je dis que quand on ne fait pas d'efforts, on finit par faire des sacrifices. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on dépense aujourd'hui trop en France. Mais ce qu'il faut, c'est faire des réformes structurelles. Pas couper par petits bouts dans tous les coins. Parce qu'à ce moment-là, on fait juste étriquer de plus en plus l'État, les services, et puis on ne se réforme pas de manière profonde. Donc on est obligé toujours de couper plus, de mois en mois, d'année en année. Et c'est le problème principal de ce que nous propose le gouvernement. Là, il faudrait des réformes structurelles pour les collectivités. Bien sûr qu'il faut des réformes structurelles. Je vous donne un exemple très concret. Bon, on avait fait la loi sur les collectivités territoriales. Donc, on supprimait un certain nombre d'élus. On fusionnait en fait le conseiller régional et le conseiller général, on supprimait un certain nombre d'élus et on répartissait différemment les compétences entre les collectivités territoriales pour que tout le monde ne fasse pas la même chose, pour que quand vous êtes un élu local et que vous portez un projet, vous n'ayez pas à demander des subventions à 4 guichets différents. C'était de la rationalisation. Le gouvernement a souhaité revenir en arrière sur cette loi. Et donc, au lieu de faire une réforme de structure qui permettait à terme de diminuer les dépenses, la vraie réforme de demande structure, de faire plein de petites coupes dans tous les sens. Celle que vous proposez à la commission Balladur, et là aussi vous avez reculé là-dessus sur la fusion des collectivités. Mais ça allait dans le même sens, Patrick Oui, ça allait Cohen. dans le même sens, mais c'était beaucoup plus radical. Ben non, parce que quand vous supprimez conseiller régional et conseiller général pour les fusionner en un seul conseiller qui est le conseiller territorial, ça veut dire qu'à terme, vous rapprochez les collectivités entre elles.
Ça a été supprimé. Ça supprimait quand même 2500 élus et surtout, derrière, on arrêtait la clause de compétence générale. Donc on disait précisément quelle collectivité est en charge de quoi. Là, le gouvernement revient en arrière, il redonne la compétence de tout à tout le monde, il réaugmente le nombre d'élus, mais comme on ne peut pas parce qu'on n'a plus d'argent, eh ben, il coupe par petits bouts les dépenses. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne veut pas faire d'efforts, on est obligé un jour de faire des sacrifices. Dernière question d'actualité, les allocations familiales, il faut les sanctuariser, il ne faut pas y toucher, ou est-ce qu'il faut les fiscaliser, comme l'a proposé déjà il y a plusieurs mois Bruno Le Maire, et comme il le redit aujourd'hui, ou les soumettre à des conditions de ressources? Le gouvernement propose là de les fiscaliser, en fait, de les rentrer dans l'impôt. Pour l'instant, c'est un rapport qui le propose. Oui, enfin, il a l'air de. Bon, ça a l'air d'être le genre de rapport qu'on lance en avant pour voir comment ça réagit. Et alors? Moi, je crois qu'il ne faut pas mélanger les instruments. Les allocations familiales, ce n'est pas un instrument de répartition. Les allocations familiales, ça ne sert pas à rétablir l'équilibre et la justice entre des personnes qui ont plus de revenus et des personnes qui en ont moins. Ça sert à niveau de revenus équivalent à donner un avantage à ceux qui ont des enfants, parce que ça coûte de l'argent d'élever des enfants et parce que c'est un investissement pour l'avenir. Quand on mélange les instruments et qu'on essaye de faire d'un instrument de ce type, qui est un instrument de politique familiale, un instrument de répartition et de justice fiscale, on passe à côté de ces objectifs. Donc vous pensez qu'il ne faut pas les taxer? Je pense qu'il y a des meilleurs moyens de faire, oui.